Aujourd'hui, on va tenter de valoriser Netflix qui, en l'espace d'une dizaine d'années, a pris environ 850%, et on va voir si on est complètement surévalué, complètement sous-évalué ou si on n'est pas trop mal du tout. Alors je rappelle que dans la vidéo précédente, on avait vu les différents ratios, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui pouvait également être justifié par la croissance actuelle et le fait que Netflix n'est pas une entreprise si ancienne que ça, même si effectivement elle a été introduite en bourse il y a une vingtaine d'années, mais globalement ça fait que 5-10 ans qu'elle est vraiment en croissance. Alors si on regarde du côté des projections, des anticipations, on voit que c'est la grosse force de Netflix. On voit qu'ici, on a du 12, on passe à 17, 21, 24,90 et 28,70. Alors évidemment, 2027, c'est relativement loin, mais on voit quand même que la croissance est phénoménale. Et si on prend depuis 2017, on passe à 1,25 et 10 ans après, 28. Donc on voit bien que la croissance est phénoménale. Attention, il faut que ça se réalise, mais si c'est le cas, effectivement, on peut comprendre qu'il y a des ratios qui sont relativement élevés. Si on passe du côté des déclarations, alors au niveau des déclarations, on se met en annuel, si on se met au niveau du cash flow, on voit ici qu'on a 7,27 et on arrive à faire 6,93 de free cash flow, ce qui est vraiment pas mal du tout. Alors les années précédentes, c'était pas trop ça, on avait vu 1,62 milliard, moins 131 millions, moins 3,4 milliards, moins 2,85 milliards, mais c'est logique, quand vous êtes en croissance, c'est pas le free cash flow qui prime, vous redépensez tout, vous redépensez même plus que ce que vous avez pour engager la croissance et continuer. Quand vous avez un bon filon, vous vous y engouffrez à fond et forcément vous brûlez plus d'argent que ce que vous avez. Vous vous endettez également pour accroître justement encore plus et forcément vous avez des chiffres en phase de croissance qui ne sont pas excellents, qui ne font pas rêver, mais il faut le savoir, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les sociétés de croissance. Si on regarde au niveau du compte de résultat, le compte de résultat, on a ici donc le revenu total à 33 milliards et quelques et le coût des marchandises vendues. Coût des marchandises vendues et on voit qu'on a 19 milliards et quelques. Alors si on descend un petit peu, on voit ici autre coût de marchandises vendues et on a 5 milliards là et environ 14, plus de 14 en dépréciation amortissement. Le coût des marchandises vendues, tout simplement parce que forcément, vous le savez, pour réussir à produire des films, il faut dépenser de l'argent, ce n'est pas nouveau, donc vous avez tout un tas de choses à payer, forcément, mais c'est incontournable, c'est lié à l'activité, si vous n'avez pas des films qui sont créés, vous ne pouvez pas les diffuser, et donc vous ne pouvez pas mettre des abonnements pour une liste vide. Donc forcément, vous vous retrouvez à avoir pas mal de dépenses, mais ça fait partie du business, et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand on a des revenus de 33 milliards et quelques, on a derrière, quand on descend, des revenus nets de 5 milliards. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et ce qui compte surtout, c'est la croissance. On voit bien que la croissance des revenus nets est vraiment belle. Et on avait vu les free cash flow qui étaient un petit peu stagnants jusqu'à 2017-2018 et qui depuis sont vraiment pas mal. Donc si on en conclut, on passe sur les bénéfices estimés. On avait une croissance des bénéfices nets, logique, mais pas des free cash flows, ce qui est un petit peu embêtant puisqu'on aime bien avoir ce que l'argent réel gagné par la société. Mais bon, une société de croissance, et on comprend pourquoi, quand vous devez conquérir le monde, vous étendre dans différents pays, traduire dans différentes langues les différents films de votre catalogue, étendre votre catalogue, acheter de nouvelles licences pour avoir droit de diffuser d'autres documentaires, d'autres films, d'autres séries. Bref, on comprend bien qu'on brûle beaucoup d'argent et on n'avait pas beaucoup de free cash flow. Depuis peu de temps, on en a et on commence vraiment à générer, à avoir une entreprise qui est rentable dans tous les sens du terme, qui gagne de l'argent au niveau des revenus nets, qui gagne de l'argent qui lui reste au niveau des free cash flow. Bref, on commence à avoir, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra rien lui arriver, mais on commence à avoir une société qui est toujours en croissance et qui peut maintenant avoir des fondations relativement solides. Bien sûr, tout ça, ça se paye et forcément, on a un PER ou un price to free cash flow qui est élevé. Et toute la question est-ce qu'il est élevé mais il faut quand même s'engouffrer dedans puisque derrière, on a une croissance phénoménale, ou est-ce que même si on a une belle croissance, il est quand même bien trop élevé et que la valorisation ne nous donnera pas du tout le même ton? Et bien pour ça, on va aller faire notre valorisation comme d'habitude. Alors j'ai remis ici toutes les données qu'on a dans TradingView, donc absolument tout ici. On a aussi le free cash flow qu'on a mis par année. On voit bien que on a une croissance analysée moyenne de 25,78%, ce qui est énormissime, mais pour une société en croissance c'est normal. Et au niveau du PER, on a 46 ou 30, tout simplement parce que quand on se met sur TradingView, on arrive ici, on a 46, c'est le PER actuel, et on a eu une fois ou deux aux alentours de 15 ici en 2011, mais c'était très très loin, on ne savait pas encore si la société allait marcher, si elle allait être rentable, et on voit bien qu'habituellement on a quand même des PER qui sont extrêmement élevés, c'est en descente, mais on voit bien que à part ici où on a eu un trou d'air,
Globalement, en dessous de 30, c'est inenvisageable. On n'a jamais eu ça. Et même 30, déjà, il faudrait réussir à le revoir. Puisque là, on a une petite échelle. Mais si j'agrandis, forcément, on comprend bien que c'est très très loin. On a du 46 ici. 30, il faudrait revenir ici. Donc, l'idée de voir un PER relativement bas, alors bas oui pour une société en croissance et dans la tech, et un PER relativement haut qui est habituel, qui est maintenant, et on voit bien qu'on l'a touché 2-3 fois, donc un PER disons habituel. L'idée est d'avoir une petite valorisation ici et là-haut, et comme ça on pourra un peu juger. Donc si on se met là un PER de 46, on arrive donc à une valorisation de 550. Oui, c'est relativement proche du prix de l'action, puisque forcément, si on a un PER de 46 et qu'on fait un calcul avec un PER de 46, on se retrouve relativement proche de la valorisation. Ici, alors il faut savoir que je prends le PER, mais que c'est un multiple auquel s'échange souvent l'action. Donc 46, ce n'est pas, il faut faire attention, ce n'est pas le PER, là c'est le PER médian, le PER du secteur, donc on prend habituellement, mais le calcul est bien le RN fois le multiple, qui est là, le multiple c'est celui-là, 46, moins la dette, puisque j'ôte la dette, puisque c'est ce qui peut faire couler une action. Si une société n'a pas de dette, techniquement elle ne peut pas faire faillite, elle peut faire un chiffre dérisoire, elle peut être à peine en bénéfice ou juste à l'équilibre, mais elle ne coule pas tant qu'elle n'a pas de dette. Si même elle perd de l'argent année après année, tant qu'il lui reste des fonds propres, de la trésorerie, peu importe, elle peut subir plusieurs années de baisse. C'est pour ça que j'utilise ce calcul, mais c'est une valorisation grossière. C'est pour que vous puissiez le faire simplement. Si jamais vous ne voulez pas faire du DCF, etc., vous avez juste le RN fois le multiple moins la dette et vous divisez par le nombre d'actions, ce qui vous donne une valorisation grossière comme on a maintenant. Si on passe sur la valorisation de Graham, alors forcément, on va être un petit peu éloigné puisque la valorisation de Graham ne prend pas en compte forcément la croissance et elle prend par rapport aux autres options qui s'offrent à nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ici ces taux-là. Si derrière, on passe par la valorisation par DCF. Alors, j'ai mis une croissance future estimée de 14%, ce qui peut être relativement élevé parce qu'aujourd'hui, déjà être au-delà de 10%, même pour les sociétés tech, c'est un petit peu difficile puisqu'on en a quelques-unes, mais globalement, se dire qu'on va réussir à tenir du 10% annualisé pendant les 10-12 prochaines années, c'est compliqué. En plus, si on estime qu'il va y avoir une récession ou au moins un ralentissement, on peut se dire qu'aussi, pour avoir du 10% annualisé, ce qui veut dire chaque année 10%, et ce qui veut dire aussi que les années où on n'aura fait que 8 ou 7, les autres années, ça carburera pour rattraper. Donc 10% annualisé, c'est déjà énorme. Oui, mais on est sur une société en croissance qui peut encore prendre beaucoup de parts de marché, puisque je le rappelle, Netflix, c'est surtout de l'abonnement. Et qui est concerné par des films et des séries? Absolument tout le monde. Quand vous vendez quelque chose de plus spécifique, comme par exemple l'appareil de musculation, il faut déjà qu'il y ait des gens qui soient sportifs, ce qui ne représente pas 100% de la population, loin de là. Vous avez les enfants, vous avez les personnes âgées, vous avez entre les deux toutes les personnes qui ne sont pas sportives, qui ne pratiquent aucun sport, les sédentaires. Donc vous avez déjà une bonne partie de la population. Mais sur ceux qui font du sport, certains font du tennis, d'autres du foot, d'autres de la natation. Donc ceux qui sont par exemple intéressés par la musculation sont encore moins nombreux. Donc on comprend bien que quand vous, par exemple, votre business est de vendre des appareils de musculation, votre profondeur de marché n'est pas géniale. Ici, on a quand même une profondeur de marché qui est énormissime, puisque qui regarde des séries et des films ou même des documentaires, absolument tout le monde. Évidemment, vous me trouverez toujours un contre-exemple qui vous direz « je connais quelqu'un qui ne regarde pas », mais globalement, 99% des gens consomment ce genre de contenu. Donc, comme aujourd'hui, le forfait est devenu relativement abordable, il y a des années, c'était hyper cher, il fallait acheter à chaque fois ou une place de cinéma ou un Blu-ray. Aujourd'hui, pour 14, 16, 17 euros, vous pouvez regarder à volonté. Forcément, tout le monde est intéressé, tout le monde peut l'être, et donc on peut avoir une croissance qui est phénoménale. Vous avez techniquement 8 milliards d'êtres humains qui sont potentiellement intéressés. Évidemment, il y a des pays en développement qui sont en dehors de ce spectre, mais globalement, on comprend bien que le marché est énorme. Donc, une croissance de 14% est complètement jouable, surtout quand on voit jusqu'à maintenant la croissance, même si elle venait à s'essouffler puisqu'on a du 25%, même si l'année prochaine on fait du 23, puis du 20, puis du 18, puis du 14, et qu'ensuite dans les années qui restent on fait 12, 11, 10, on aura quand même globalement fait du 14% annualisé, donc c'est relativement faisable. Si on passe là, on a du 684, donc on pourrait se dire, chouette, c'est aujourd'hui sous-valorisé, il faut se jeter dessus, je revends absolument toutes mes autres actions, je vends la belle-mère, absolument tout, et je mets tapis sur Netflix. Absolument pas, puisque encore une fois c'est une valorisation DCF comme on l'a fait ici, mais un tas de choses peuvent changer, ne serait-ce que la croissance. Si on modifie la croissance et qu'on met ne serait-ce que du 12% annualisé, on voit bien que d'un coup on arrive à 568, ce qui est très proche de la valorisation. Et suffit que, par exemple, comme on a connu, les forfaits n'intéressent plus grand monde, qu'il y avait pas mal d'abonnés qui étaient partis et que Netflix a dû changer en mettant par exemple, en proposant une formule extrêmement moins chère, mais avec de la publicité, forcément ça fait des revenus en moins. Alors oui,
ils arrivent forcément à se rattraper puisque la publicité, eux aussi, touchent une commission dessus et il y a toujours l'abonnement à 8 euros et quelques. Mais globalement, on comprend bien que le moindre petit caillou dans la chaussure peut faire que la croissance passe de extrêmement forte à relativement moyenne. Et avec un PER comme ça, on ne peut absolument pas se le permettre. Si on passe avec un PER de 30 où on est un petit peu plus médisant, évidemment, on arrive sur du 351. Et si on passe sur une croissance de 10%, voire même du 9%, parce qu'on va arriver en récession et que les gens vont couper ça, on arrive à 431, ce qui fait qu'on est extrêmement surévalué. Donc, globalement, ça dépend fortement de la croissance que vous jugez ici et ça change absolument toute la valorisation. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut aller écouter les conférences calls, lire les rapports financiers, voir si les fondamentaux sont solides, si la croissance est assurée, si le management pense que 2024, 2025 et 2026 seront des bonnes années, s'ils ont ou ils pensent que ça va être compliqué, mais ils ont des stratégies en place, est-ce qu'ils vont conquérir des nouveaux marchés? Par exemple, on entend qu'il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui vont en Inde puisque c'est apparemment l'Eldorado. Est-ce que Netflix envisage? Est-ce que Netflix y est déjà? Est-ce qu'ils s'implantent et que la croissance est phénoménale? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre puisque le pays est fermé, par exemple à Netflix? Bref, quelle est la profondeur de marché? Est-ce que la croissance est encore devant nous? Est-ce qu'il y a encore de belles années? Ou est-ce qu'on a plutôt des vents de face, ce qui fait que ça paraît plutôt compliqué? Toutes ces questions-là, elles sont uniquement dans les conférences calls et les rapports financiers. Vous ne pouvez pas les avoir ici sur des projections qui sont purement mathématiques. Et comme on le sait, les mathématiques, c'est extrêmement bien pour calculer rapidement, mais ça dépend fortement des données d'entrée que vous y mettez. Et les données d'entrée, savoir si c'est 8%, 12%, 15%, 30%, ça, il n'y a pas 36 manières de le savoir, c'est ce que la société en pense, ce qu'il y a dans les conférences calls et aussi ce que le marché voit autour, les études macro, puisque ce que la société pense c'est très bien, mais il y a aussi tout l'environnement derrière macroéconomique qui fait que est-ce qu'on va avoir des taux d'intérêt bas, est-ce que ça va pousser l'économie, est-ce qu'on sera en récession ou non, est-ce qu'il y a des conflits géopolitiques? Alors ici pour Netflix ça peut être relativement dérisoire comparé à d'autres activités dans d'autres secteurs, mais globalement vous comprenez bien que tout dépend des données d'entrée que vous mettez et les données d'entrée c'est à voir dans les rapports financiers et dans une étude plus approfondie. Si on regarde maintenant la droite de régression, on l'a sur une vingtaine d'années. Alors j'ai pas pris les 2-3 premières années puisque c'est complètement erratique, ce qui est logique, puisque c'est l'entrée en bourse. On voit bien qu'on suit une pente qui est relativement conséquente, puisqu'on voit bien que la pente est quand même assez élevée par rapport à l'horizontale, donc signe d'une bonne croissance. On voit que tantôt on est au-dessus, tantôt bien en dessous, et on voit qu'ici on est plutôt en dessous. Alors attention, ça dépend de la croissance, puisque si on considère que pendant des années on avait une croissance phénoménale et que depuis un peu de temps on a une croissance plus plate, il faudrait refaire une droite de régression et changer par rapport au nouveau business. C'est ce qui s'est passé sur d'autres sociétés et on voit bien qu'on ne peut pas comparer des poires et des pommes. Si vous avez eu une croissance phénoménale les premières années et que ça ralentit, vous ne comparez pas la même chose. Donc là, c'est purement à titre indicatif, comme d'habitude. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument acheter parce qu'on est à côté d'un trait qui nous dit que c'est habituellement sous-évalué par rapport à ce milieu-là. Non, mais ça vous donne quand même une image en vous disant si le business n'a pas changé, si la société connaît toujours la même impression du marché, le même business et que c'est toujours par exemple la même équipe dirigeante, vous pouvez en conclure avec tous ces éléments que oui, il est possible que vous soyez sous-évalué. Une approche DCF plus une approche ici de droite de régression plus une analyse des rapports financiers et des coûts des conférences call peut vous mettre tous les signaux au vert et forcément là du coup vous avez plus de probabilité de gagner plutôt qu'en vous basant sur un seul de ces éléments. Alors si on arrive sur l'analyse, l'évaluation, valorisation DCF par Guru Focus, on arrive à quelque chose d'un petit peu plus sévère. On a du 505 au lieu de 562, donc ils estiment qu'on est un petit peu surévalué, évidemment, et surtout quand on a une croissance de 14%. Si on met, qu'on est un petit peu plus sévère, on met du 12%, forcément on est surévalué comparé à la valorisation, mais globalement, on estime ici, si jamais vous rentrez sur le dossier aujourd'hui, c'est que vous estimez que la croissance sera bien plus forte et que vous êtes à la fair value. Évidemment, c'est compliqué de prédire l'avenir. Maintenant, vous avez une prédictabilité de business qui est relativement élevée. Oui, c'est logique puisque vous avez des abonnements et comme on le disait dans la vidéo précédente, avoir un abonnement vous permet d'avoir de la visibilité puisqu'on comprend bien que si les gens payent en janvier, en février, en mars, vous avez sûrement de la visibilité sur au moins 2-3 mois et sûrement sur l'année. Quand un abonné est là depuis 4 ans, il y a peu de chances qu'il se désabonne demain ou après-demain. Évidemment, il y a toujours des contre-exemples, mais globalement, un business à abonnement est relativement prédictible et vous pouvez du coup acheter, dépenser et croître beaucoup plus facilement, beaucoup plus longtemps et surtout beaucoup plus sereinement.
Si on regarde le Q4 de 2023 pour Netflix, on voit ici l'équipe dirigeante qui nous donne les perspectives 2024. Nous augmentons notre prévision de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année 2024 de 22%, 23 à 24% sur la base des taux de change au 1er janvier. Cela reflète l'affaiblissement du dollar américain par rapport à la plupart des autres devises depuis octobre, ainsi que la plateforme, etc. Perspective 2024. Le divertissement a toujours été un secteur en évolution rapide, les nouvelles technologies et les comportements des consommateurs créant de nouveaux modèles commerciaux. Le choix et le contrôle sont le prix d'entrée dans le divertissement moderne et c'est le streaming. C'est ce que veulent les consommateurs et nous pensons que c'est le meilleur moyen pour notre industrie de rester pertinente et de croître. Comme Netflix l'a montré, cela peut aussi être une activité très saine. Depuis notre lancement mondial en 2016, nous avons pu investir massivement dans notre gamme avec un amortissement de contenu multiplié par près de 3, passant de 4,8 milliards de dollars en 2016 à 14,2 milliards de dollars en 2023, tout en augmentant régulièrement nos marges opérationnelles, ce qui est très important, en hausse de plus de 5 fois, de 4 à 4, et ça doit être la traduction qui est mauvaise, de 4 à 4%, 21% sur la même période. Et en augmentant notre flux de trésorerie disponible, comme on avait vu dans la précédente vidéo, de négatif de 3,3 milliards de dollars en 2019 à positif de 6,9 milliards de dollars en 2023. À mesure que nos concurrents s'adaptent à ces changements, il est logique de s'attendre à une nouvelle consolidation, en particulier parmi les entreprises disposant de leur réseau linéaire étendu et en déclin. Nous ne sommes pas intéressés par l'acquisition d'actifs linéaires. Nous ne pensons pas non plus que de nouvelles fusions et acquisitions entre sociétés de divertissement traditionnelles modifieront sensiblement l'environnement concurrentiel compte tenu de toutes les consolidations qui ont déjà eu lieu au cours de la dernière décennie. Viacom CBS, AT&T, etc., Disney Fox. Mais nous nous attendons à ce que notre industrie reste hautement compétitive étant donné la force des franchises et l'expertise en programmation des sociétés de divertissement traditionnelles. Des investissements lourds et continus de la part des grands acteurs technologiques comme YouTube, Amazon, Apple et une concurrence plus large pour le temps des gens, y compris les jeux et les médias sociaux, TikTok, Instagram, etc. C'est pourquoi il est aussi important de continuer à améliorer notre offre de divertissement. Et alors que nombre de nos concurrents réduisent leurs dépenses en matière de contenu, nous continuons d'investir dans notre gamme. Au cours de l'exercice 24, nous prévoyons une augmentation à un chiffre d'une année sur l'autre de l'amortissement du contenu. Si nous continuons à bien exécuter et à favoriser une amélioration continue, avec une meilleure liste, une découverte plus facile et plus de fans. Tout en nous implantant dans de nouveaux domaines comme la publicité et les jeux, nous pensons que nous pouvons avoir plus de marge de croissance, ce qui est une très bonne chose. Il s'agit d'un marché d'opportunités, de revenus de plus de 600 milliards de dollars pour la télévision payante. Donc on comprend bien que là, il y a un marché à prendre, il y a 600 milliards pour la télévision payante. Des films, des jeux, de la publicité, de marques. Et aujourd'hui, Netflix ne représente environ que 5%. On voit donc là, avec grossièrement deux chiffres, la profondeur du marché, 5% de marché adressable et 600 milliards de dollars pour télévision, films, etc. Donc ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'ils sont de plus en plus efficaces, de plus en plus efficients, que les fusions-acquisitions ne sont pas à l'ordre du jour, qu'ils continuent à investir, qu'ils pensent pouvoir avoir des marges qui continuent à augmenter ou au moins qui continuent à être sur des bonnes marges confortables et que le marché adressable aujourd'hui, ils n'ont que 5%, ce qui est ridicule. Évidemment, on ne peut jamais avoir 100%. Évidemment, penser qu'on peut avoir 50% tout seul, c'est très très compliqué. Il n'y a que quelques sociétés dans le monde qui y arrivent, souvent des monopoles, puisque dès qu'on a plus de 50%, après le reste est relativement réparti et éclaté en petites sociétés, et vous les rachetez au fur et à mesure, et au bout de quelques décennies, vous avez un vrai monopole complet. Mais globalement, même si on espère avoir du 40-50% de ce marché adressable, ça fait quand même 1 x 7, 1 x 8 par rapport à aujourd'hui. Et on ne comprend pas encore aujourd'hui l'efficience, puisque quand vous êtes en phase de stabilisation, que par exemple vous avez 40% du marché à vous tout seul, vous commencez à stabiliser et vous commencez à avoir une machine à cash, puisque là vous n'êtes plus dans la croissance, vous ne réinvestissez plus, vous maintenez juste votre rythme de croisière, et c'est là que les marges rentrent et que l'argent rentre fort. Et un dernier petit graphique pour vous montrer ici, Netflix, c'est la part de visionnage, en Pologne seulement 2%, Espagne 5%, 5%, 5%, 8%, 9%. On voit bien donc qu'il est possible encore de croître. On voit bien que 9%, c'est ici complètement jouable pour toutes ces sociétés-là, enfin pour tous ces pays-là. Donc on voit les concurrents, et évidemment il y a des gros concurrents, mais globalement, on a encore une toute petite partie du marché, et donc il est possible d'avoir beaucoup plus. Je ne suis pas actionnaire à l'heure actuelle de Netflix, mais j'y songe fortement. Évidemment, je vais faire une étude approfondie, mais quand je vois des ratios comme ça et que je vois qu'enfin la société fait du free cash flow, puisque cela fait des années que je suis, mais que
les free cash flow étaient toujours ou à l'équilibre ou négatifs, et je me demandais si le business model pouvait réellement dégager de l'argent, si c'était pas une fuite en avant comme tout le temps, où il suffisait de toujours grossir pour réussir à avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de licences, et finalement finir par s'effondrer, un peu comme la télé l'a fait pendant des années, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de chaînes de télévision qui devenaient juste de plus en plus grosses, faisaient des émissions de plus en plus grandes, avalaient les chaînes concurrentes pour toujours plus grossir, mais qui ont été extrêmement peu rentables. Et là, on le voit depuis 2-3 années, c'est quand même relativement rentable et ça n'a pas l'air de faiblir un seul instant. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que vous devez y aller banco et absolument tout mettre? Non. Attention, on peut très bien être sur un point haut et redescendre. Alors même s'il y a des gens qui ne croient pas en analyse technique, on peut quand même montrer que c'est relativement efficace. Ça ne veut pas dire qu'on prédit absolument tout, ça veut juste dire qu'on voit bien que quand même il y a des coïncidences. Alors évidemment, des fois, ça passe au-dessus, mais globalement ici, par exemple, il ne faut pas rentrer là-dessus puisqu'on pourrait très bien heurter une résistance et redescendre. Pour ceux qui ne croient pas, ils peuvent rentrer immédiatement, mais moi, je serais vous, si jamais vous vous voulez rentrer sur le titre, attendons de voir si jamais ça heurte et que ça redescend, puisque même si, comme ici, vous descendez légèrement, c'est quand même bon de l'avoir à 490 plutôt que 560. Évidemment, je ne vous donne pas conseil, puisque si jamais elle part, les gens diront « Ah, mais tu nous avais dit d'attendre », absolument pas, je vous dis juste que si jamais vous vouliez rentrer en position, peut-être mettre une petite position maintenant pour être dans le train, et attendre voir si ça baisse, et si ça monte, renforcer immédiatement. Oui, évidemment, vous aurez perdu quelques pourcentages, mais si jamais ça baisse, vous pourrez en acheter beaucoup plus. Je me mets à la place de la personne qui s'est mise ici, qui s'est dit, ça y est, j'y vais, dans tous les cas, tapis. Alors oui, si elle voit sur 30 ans, effectivement, elle s'en fiche, mais derrière, si elle avait attendu un petit peu, ou si elle avait mis juste une petite position, elle aurait pu rentrer ici, et finalement re-rentrer là, re-rentrer ici et re-rentrer là, et avoir comme ça un PRU qui est plus bas. Encore une fois, pas de conseil en investissement ou en désinvestissement, vous faites comme vous voulez, mais globalement, il faut absolument tout voir. Je ne dis pas que l'analyse technique vous dit absolument tout et prédit absolument tout, mais il faudrait être bête pour ne pas voir qu'il y a quand même des fois des seuils. Alors ça peut être des seuils qui n'ont rien à voir avec l'analyse technique, ça peut être des seuils psychologiques comme des chiffres ronds, 100, 200, 300. Et ça peut être des chiffres aussi qui sont uniquement parce que c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que ici, il y en a certains qui vont dire c'est l'analyse technique parce que par rapport à un ancien plus haut ou quoi que ce soit. Oui, c'est peut-être juste le fait qu'on est monté parabolique et qu'à un moment donné, il fallait que ça s'essouffle et que quand ça redescend, que ça recorrige, il ne faut jamais se mettre en face du train, analyse technique ou pas. Si ça chute violemment de 2-3 bougies comme ça, il faut être bête pour se mettre ici et dire ça y est, j'y vais. Ça peut encore descendre. Évidemment, personne ne sait exactement quand est le point bas, mais globalement, ce que je vous dis juste, c'est de regarder le graphique et de vous dire quels seraient les bons points d'entrée, qu'est-ce qui serait intelligent de faire et quelle stratégie adopter pour ne pas le regretter plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!